Alors bonjour Ingrid, nous allons co-animer tous les deux une série de tables rondes pendant cette première partie de matinée et je vais présenter les intervenants et intervenantes qui ont accepté de nous rejoindre, nos invités, à commencer par vous Anne-Catherine Husson-Traoré, vous êtes directrice générale de Novetic. Bonjour. Merci et bonjour. Hervé Guez, vous êtes directeur de la gestion Action et Taux de Mirova. Bonjour à vous. Mirova, évidemment, chacun sait, c'est l'un des pionniers de cette finance verte et responsable. Et enfin, Clément Rouxel, bonjour. Vous êtes le directeur RSE et stratégie du groupe AXA France. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Ingrid. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Lance le débat. Merci beaucoup, oui, ravi d'être ici avec vous pour cette nouvelle édition. Alors c'est vrai, Philippe l'a dit en introduction, il y a beaucoup d'actualités en ce moment autour de l'ESG, autour de la prise en compte de ces critères, de la comptabilité qu'on va réussir à établir évidemment autour de ces critères extra-financiers, et puis de financement de la transition de l'économie, comment la financer, comment la réaliser, la mettre en œuvre. Alors, ça fait beaucoup. Pour commencer, on pourrait resituer un petit peu les choses, contextualiser ce débat. Et ma première question, Anne-Catherine, elle est pour vous. Finalement, l'ESG, c'est un terme, mais il y en a beaucoup. Il y a sustainable, il y a responsable. Voilà, on a un peu l'impression aussi d'un certain fouillis. Donc, ma question, elle est assez large, mais elle n'est pas forcément si simple. L'ESG, qu'est-ce que ça recouvre? Et puis, finalement, quel est son objectif? Alors l'ESG, ça peut ressembler à un nuage de mots-clés comme on en voit souvent sur Internet. En fait, c'est effectivement l'avantage de l'acronyme, comme l'a dit Philippe, environnement, social et gouvernance. Ça recouvre ce qu'on appelle la finance durable, c'est-à-dire toutes les façons dont on peut intégrer dans des pratiques financières qui peuvent être de la gestion d'actifs, qui peuvent être par exemple pour une banque de choisir de prêter à telle et telle condition, pour une assurance de la même façon. C'est-à-dire que tous les acteurs financiers aujourd'hui qui intègrent peu ou prou de l'ESG modifient leur façon de gérer, de prêter, d'investir aussi. Ils font des choix d'investissement différents parce qu'ils ont des politiques, alors qu'on appelle responsables durables, mais qui sont d'intégration de critères ESG. Alors, pour vous donner une idée du volume que ça représente aujourd'hui, on parle quand même de 5 200 milliards à l'échelle du marché européen et de 8 500 fonds. Alors, ça paraît énorme, hein, on est à quasiment la moitié. Le problème, c'est qu'effectivement, si on était à ce volume-là d'intégration, on va dire discriminante, de sélection d'entreprises sur des critères ESG ou de prêts où on arrêtait de financer des modèles qui certes intègrent de l'ESG mais qui ne sont pas vraiment durables pour plein d'aspects qu'on va discuter, j'imagine, toute la journée, l'économie serait déjà transformée, tout le monde décarbonerait, l'économie circulaire deviendrait la seule façon de produire aujourd'hui dans le monde. Il ne vous a pas échappé que ce n'est pas tout à fait le cas. Exactement. Donc aujourd'hui, effectivement, et c'est ça qui fait tout l'intérêt de votre slogan « No more blablabla », aujourd'hui on a de l'ESG partout, il ne faudrait pas que l'ESG soit nulle part, parce qu'effectivement, c'est un outil formidable de transformation, d'analyse des modèles économiques pour mesurer jusqu'où ils sont résilients aux grands défis qui sont déjà là, environnementaux, sociaux, la guerre en Ukraine, tout ça, en fait, c'est aussi de l'ESG. C'est-à-dire comment, finalement, la réalité du monde s'est transformée, et la financiarisation qu'on a amorcée depuis les années 80 est dans le mur, et donc comment on la transforme, et l'ESG est l'outil principal pour le faire. Alors l'ESG, évidemment, vous avez cité son poids dans la finance et c'est assez intéressant. C'est vrai que l'Europe, traditionnellement, est plutôt en avance. Maintenant, faut remettre ça en perspective, vous l'avez dit. Hervé Guez, je me tourne vers vous. Est-ce qu'on va voir ces chiffres s'accélérer? Parce qu'il y a pas mal de réformes qui sont en cours, notamment pour embarquer un petit peu les investisseurs particuliers dans cet investissement ESG. Est-ce que ça va permettre, à votre avis, une accélération des chiffres, une accélération des montants? Alors ça va dépendre de quel type de montant on parle, puisque Anne-Catherine l'a dit, on est déjà sur des volumes extrêmement importants. Et ce qui fait le sel de ce métier, c'est qu'on a défini ce qu'on faisait par la façon de le faire et pas par les objectifs qu'on recherche. Et donc dans l'ESG, on vous dit qu'il faut intégrer des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Or, il y a différentes façons d'intégrer des critères ESG et on n'a pas défini la finance responsable par quel était son objectif. Et dans ce marché de l'ESG, il y a aujourd'hui deux tendances. Il y a une tendance qui n'a pas encore défini finalement pourquoi elle intégrait l'ESG. Est-ce que c'est pour des objectifs de rendement financier? Est-ce que c'est pour des objectifs éthiques, d'adéquation à des valeurs? Ou est-ce que c'est pour des objectifs de transformation et d'allocation de capital vers une économie plus responsable? Et quand on regarde ce fameux marché de l'ESG, il est bien séparé en deux, c'est 50%. Il y a 90% à l'intérieur de ces 50% qui n'ont pas défini
dans leur stratégie d'investissement d'objectifs environnementaux et sociaux. Mais est-ce que c'est grave, je suis désolée, je vous coupe, mais est-ce que c'est grave finalement d'avoir défini un objectif s'il y a de la finance qui se met dessus, si c'est investi sur des entreprises qui sont plutôt bien faisantes En tout cas, c'est toujours dommageable de ne pas être clair sur les objectifs qu'on recherche. Donc aujourd'hui, pour répondre à votre première question, est-ce qu'on va vers une généralisation ? On y est et on va y aller encore plus, mais avec tout un pan qui va se dire finalement intégrer de l'ESG, c'est un peu faire de la RSE dans un petit coin pour une société de gestion, une société d'investissement financière. Je prends un critère environnemental, un critère social d'exclusion par-ci, par-là, j'appelle ça ESG, tout le monde est content, c'est devenu politiquement correct. Et donc ça, oui, ça se développe et ça va se développer fortement. Ce qui peut être dangereux, c'est de faire croire que c'est ça la raison d'être et l'objectif de cette finance responsable. L'objectif, c'est d'accompagner la transformation, ça a été dit, vers un capitalisme responsable. C'est pas en mettant une petite politique d'exclusion sur l'armement ou le nucléaire qu'on va transformer le capitalisme vers un capitalisme responsable. Donc, dans ce marché de l'ESG, il y a une réglementation européenne, il y a 2 réglementations européennes qui sont importantes et qui vont aider. Il y a une première réglementation qui va consister à demander aux épargnants quelles sont leurs préférences environnementales et sociales. Et il y a une réglementation qui va obliger ceux qui offrent des produits d'épargne à clarifier s'ils ont des objectifs environnementaux ou sociaux ou s'ils intègrent juste des critères ESG. Voilà. Et c'est cette rencontre entre quelle est la demande des épargnants, est-ce que c'est bien une demande de transformation, et quelle est l'offre, est-ce que c'est bien une offre qui vise à transformer cette économie plus responsable, qui fera qu'on verra si la finance responsable sera au rendez-vous de son objectif, qui est d'accompagner la transformation vers un capitalisme plus responsable. Alors, Clément Rouxel, on va poursuivre la discussion. Ce qui serait intéressant avec vous, donc je rappelle, vous êtes le directeur RSE et stratégie d'AXA France, c'est comment vous intégrez à la fois dans l'entreprise, un grand assureur, et en tant qu'investisseur, parce que vous avez cette double casquette, ces problématiques, comment est-ce que vous les avez abordées depuis quelques années ? Est-ce que vous avez l'impression qu'on rentre dans le dur, et j'allais dire dans une dynamique beaucoup plus forte ? Tout à fait. Donc nous, après, le temps des annonces suit le temps de rentrer dans le concret, et c'est par des actions, des fois qui peuvent paraître comme des petits pas, qu'on va transformer en profondeur cette économie. Donc je rappelle du point de vue des assureurs qu'on est en première ligne pour constater la facture d'abord climatique, puisque les qui n'est pas assurable, hein, les catastrophes au-dessus d'un certain nombre de degrés d'augmentation. Voilà. Donc la facture climatique a été augmentée par 3 depuis les années 80, et on dit qu'elle va augmenter, elle va encore doubler d'ici à 2040. Donc ça veut dire qu'il y a une véritable augmentation de cette facture-là. Donc c'est un enjeu majeur aussi pour nos clients, puisque pour 2/3 des clients, les investissements responsables renforcent la confiance vis-à-vis des acteurs. Donc l'heure chez nous est plus que jamais à l'action, et ce sous trois aspects. Le premier, c'est en tant qu'assureur, on développe ce qu'on appelle le business vert, c'est-à-dire des produits et des services qui ont un impact positif sur l'environnement, avec des offres dédiées pour assurer l'économie verte, comme par exemple les fermes éoliennes, avec des incitations tarifaires si vous utilisez des véhicules positifs comme les véhicules électriques avec des incitations pour les clients, ou bien en favorisant l'usage des pièces de réemploi lorsque vous avez un sinistre sur votre voiture. L'autre aspect sur lequel on agit en tant qu'assureur, c'est le fait de réparer vert. Pour les entreprises, par exemple, qui connaissent un sinistre, on va au-delà du remboursement correspondant au sinistre, en encourageant les entreprises à bâtir plus vert, utilisant des sources d'énergie verte qui diminuent la facture et l'émission de gaz à effet de serre. Ensuite, en tant qu'entreprise, on agit aussi également en diminuant notre empreinte carbone, qui a diminué depuis 2012 de plus de 60%, et nous sommes engagés d'ici à 2025 à la réduire de 20% supplémentaire. On engage aussi l'ensemble de l'entreprise dans cette transformation, ce qui est très important de créer des coalitions. Comme le disait monsieur tout à l'heure, il ne faut pas bouger seul, il faut entraîner tout le monde. Donc on entraîne nos forces de distribution et nos collaborateurs en les formant à travers, par exemple, une formation qu'on a élaborée qui s'appelle la Climate Academy. Et puis, bien sûr, on agit enfin en tant qu'investisseur. Donc AXA France, c'est 150 milliards d'actifs financiers qui, bien orientés, représentent une capacité de levier assez importante sur ce sujet-là.
Donc, comment le faisons-nous très concrètement sur l'investissement? On a 3 niveaux d'action. Le premier, c'est l'accompagnement de la transition énergétique, puisqu'on ne va pas laisser de côté les millions d'emplois ou les entreprises qui ne sont pas encore au niveau, mais on souhaite les accompagner. On a commencé par l'émission de Transition Bond, sur lequel on souhaite revenir plus activement, puisqu'elle nous permettrait d'accompagner les entreprises qui ne sont pas encore complètement au niveau en finançant cette transition-là. Ou bien nous le faisons aussi à travers de l'investissement à impact ou de l'engagement actionnarial très fort dans les entreprises dans lesquelles nous investissons, puisqu'AXA IM, par exemple, s'est engagé à soutenir, à inciter les entreprises à adopter des plans de réduction qui tendent vers le net zéro. Et si pendant 3 ans de suite, elles ne le font pas, là, on s'engage à désinvestir. C'est ce qu'on appelle le 3 strikes and you're out. Donc, si les entreprises reviennent, ou des politiques de vote en AG qui sont assez strictes sur ces sujets-là, sur tous les sujets ESG, que ce soit aussi le S ou le G. Enfin, on finance les industries en bas carbone avec le fait de s'être engagé à investir jusqu'à 26 milliards d'investissements verts en 2023, avec 10 milliards côté AXA France, à travers différents types d'actifs qui ont été validés, par exemple les obligations vertes. On finance à la hauteur d'1 milliard la société du Grand Paris, qui diminuera fortement l'empreinte carbone des transports parisiens dès lors qu'elle sera construite, à travers le soutien aux infrastructures vertes, comme les énergies renouvelables ou le traitement de l'eau sur ces sujets-là, à travers aussi l'immobilier vert ou les investissements à impact que j'évoquais plus tôt. Et enfin, je reviens sur les annonces que nous avons faites, nous désengageons des industries les plus carbonées. Donc entre 2019 et 2021, AXA France a réduit de plus de 30% l'intensité carbone de son portefeuille. Nous avons été les premiers à se désengager du charbon et des sables bitumineux. Et tout cela, nous le faisons à travers l'utilisation de nos produits. Donc par exemple, le fonds Eurocroissance, qui a réduit de 62% son intensité carbone entre 2019 et 2021. Et nous sommes engagés d'ici à fin 2022 à atteindre 50% d'actifs verts au sein de l'Eurocroissance. Donc toutes ces actions très concrètes ont un impact sur la façon dont nos clients changent à la fois leur comportement côté assurance ou investissent et orientent leur épargne vers des sujets beaucoup plus verts. Alors, le terme d'impact a été lâché, ça fait à nouveau partie de ce nuage de mots qu'on pourrait citer et qui ressortent. Est-ce que l'impact et l'ESG, c'est la même chose? Est-ce que l'ESG permet d'avoir des démarches à impact? Est-ce que ça suffit? Quel est le cadre, en fait, qu'il faudrait construire pour soutenir les entreprises, pour les aider à accélérer la transition? Anne-Catherine Husson-Traoré. Alors, on vient de comprendre qu'effectivement, il y a beaucoup d'actions engagées. La question aujourd'hui, c'est leur lisibilité, voire leur réalité d'impact et la rapidité de leur transformation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, et c'est un mouvement qui s'est engagé en 2015, dans le secteur financier, il y a une réflexion, voire dans certains cas des véritables réorientations stratégiques pour sortir en particulier du charbon. Et la question qui est posée aujourd'hui sur la table, c'est à quel horizon complètement des énergies fossiles? Puisque effectivement, la sortie du charbon, qui est une réalité de la plupart des grands portefeuilles, comme Clément vient de l'expliquer, n'a pas, arrêté la production de charbon dans le monde. Donc ça, c'est quand même le premier problème. Et on parlait d'objectifs quand Hervé souligne le fait que le problème, c'est pas les objectifs. C'est-à-dire que les acteurs sont sortis du charbon et AXA a pris un leadership dès 2015 là-dessus. En revanche, d'un point de vue de l'investissement, ça ne vaut pas du tout ce que ça valait il y a 10 ans, ça c'est sûr. En revanche, l'objectif, ça devait être d'arrêter la production de charbon. Et on voit bien que, par exemple, l'Inde, qui est confrontée à une chaleur absolument inhumaine, du coup, pour essayer de faire un peu de climatisation, elle relance sa production de charbon. Donc, c'est un signal parmi beaucoup d'autres qu'on n'a pas commencé la transition énergétique. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème en relation avec l'impact, c'est qu'effectivement, on revient à pas de blablabla, c'est que l'ESG, c'est beaucoup d'incantations, souvent, c'est effectivement des bonnes intentions. La question, c'est comment on mesure que ces bonnes intentions vont bien au-delà, que c'est des engagements concrets et qu'est-ce que ça produit dans un langage intelligible pour un épargnant de base qui ne va pas entrer dans le niveau de complexité que vous avez, par exemple, sur c'est quoi une intensité carbone, etc. Par exemple, dans les études qu'on publie, on s'aperçoit que même sur les fonds à thématique sociale, le principal indicateur, c'est l'intensité carbone du fonds.
Alors, imaginez, vous êtes un épargnant, vous voulez mettre de l'argent plutôt pour aider à résoudre je ne sais quel problème social. Vous dites, tiens, c'est un produit intéressant. Puis on vous dit, oui, alors il y a une intensité carbone beaucoup plus faible que le fonds je ne sais pas quoi ou que l'indice X. Et là, vous êtes extrêmement perplexe. Vous demandez à votre chargé de clientèle, je ne comprends rien, expliquez-moi quel est l'impact ou la performance environnementale et sociale de ce fonds. Là, votre chargé de clientèle panique parce qu'on ne lui a pas donné ça dans sa fiche produit. Et il vous dit qu'il va chercher, que vous pouvez revenir la semaine prochaine, s'il vous plaît. Donc, on a bien aujourd'hui un sujet majeur qui est d'être capable, et c'est l'industrie de la finance durable qui doit être capable de démontrer en quoi elle a des objectifs différents. Et dans la réglementation européenne qu'on mentionnait, il y a les fonds dits article 9, sont les fonds les plus exigeants, parce qu'ils ont à la fois, donc ça c'est un repère que peuvent trouver les épargnants, ils ont à la fois des objectifs et ils doivent, par rapport à ces objectifs, fixer des indicateurs d'impact qui peuvent, de façon très accessible, mesurer les progrès faits. Donc l'impact est décisif, il est évidemment lié à l'ESG, et c'est la prochaine grande étape, c'est-à-dire si... Pour rester attractifs aujourd'hui, les fonds vont devoir être crédibles. Et pour être crédibles, ils vont devoir mesurer leur impact de façon crédible. Et l'argument développé beaucoup dans le monde de la finance, c'est de dire, bah oui, mais nous, on veut bien, mais on n'a pas les données des entreprises. Et donc, c'est un peu comment on arrive à créer un cercle voilà, qui n'est pas aujourd'hui... Absolument. Alors, Hervé Guez, c'est un peu ça le paradoxe de l'ESG, pour ça qu'on parle de No More blablabla, c'est qu'on n'a pas aujourd'hui la charge de la preuve. Vous qui travaillez, qui êtes un des pionniers, vous avez vécu l'évolution. Alors, effectivement, sont arrivés ces articles 8 et 9, arrive également un certain nombre de règles européennes, on va beaucoup en parler toute la matinée, la taxonomie verte, tout ce qui va être critères extra-financiers. Qu'est-ce qui va faire que ça va changer dans y compris votre relation avec les investisseurs, quand vous allez devoir leur dire, ils vont vous demander des comptes, vous allez devoir leur dire ça marche comme ça. Voilà, regardez. Oui, mais alors la première chose que nous avons fait, c'est l'ensemble de notre offre est article 9. C'est-à-dire que tous nos produits d'investissement chez Mirova ont des objectifs environnementaux et sociaux. Ça faisait le lien de ce que je te disais dans... Et moi, si je suis Madame Michu, ou la veuve de Carpentras, comment j'y comprends rien. Si vous un article 9, si vous allez acheter un fonds sur l'emploi, on va vous dire, quand vous avez investi dans les entreprises de mon fonds, on a créé sur le territoire français 10% d'emplois sur 3 ans. Le CAC 40, 0%. Si vous investissez sur un fonds environnement, on a un fonds dont les métriques carbone sont alignées avec les accords de Paris, alors que l'indice dérive vers 3 je contribue à essayer de rester à 1,5 degré. Voilà. Et c'est pas juste une mesure ex post où on essaye de mesurer, où on se fixe des objectifs à très très long terme. Ce sont des objectifs ex ante qui sont des objectifs des gérants. Et donc ça me paraît clarifié. Donc c'est l'élément clé que je mentionnais. C'est-à-dire aujourd'hui, dans la façon d'analyser le marché responsable, on met ensemble article 8 et article 9, ce qui à mon avis est une erreur fondamentale, parce que l'article 8, c'est un mouvement qui se transformera au fur et à mesure que l'économie se transformera, qui vise à intégrer des critères ESG, on ne sait pas toujours très bien pourquoi. L'article 9, vous avez défini des objectifs environnementaux et sociaux précis. Vous allez être contrôlé dessus avec des mesures ex post et vous parlez comme ça à vos investisseurs et vos épargnants. Donc mais l'épargnant, justement, il aura conscience de ça? Est-ce qu'on va lui proposer très clairement 9 plutôt que 8 ou est-ce que ça va être proposé ensemble en lui disant on a un petit package vert, là c'est pas mal, allez-y? Alors c'est tout le débat qui agite en ce moment l'industrie, c'est qu'il va y avoir cette mise en place avec l'autre réglementation européenne qui vise à interroger les préférences des clients. D'habitude, quand vous allez chez votre chargé de clientèle, ce qu'il cherchait à capter, c'est votre aversion au risque. Est-ce que vous aviez une épargne de précaution, vous allez en avoir besoin dans... Plus ou moins d'actions, plus voilà. ou moins et donc, il essayait de d'État, définir un peu votre équilibre est-ce qu'il va vous proposer des choses plus ou moins risquées. Ce qui va changer fondamentalement, c'est que demain, on va lui demander une deuxième chose, c'est non seulement d'essayer de mesurer votre aversion au risque, mais c'est aussi de mesurer votre niveau de... Votre appétence à une économie plus durable. Ouais. Et dans cette appétence à une économie plus durable, il va disposer de modèles qui vont lui dire, finalement, plus l'épargnant que j'ai en face de moi est enthousiaste à l'idée de construire une économie plus durable, plus je vais lui mettre des fonds, article 8 ou article 9. Et c'est ça qui est aujourd'hui pas clair dans les mécanismes d'allocation sur lesquels, c'est normal qu'il n'y ait pas de clarté dès le premier jour, mais voilà, c'est là-dessus qu'il faudra être vigilant, c'est-à-dire probablement pour les épargnants, si vous demandez des fonds qui sont de l'épargne responsable, il va falloir être un peu technique et se dire, mais c'est des fonds avec des objectifs environnementaux ou sociaux ou c'est des fonds qui font de l'ESG quelque part, mais on ne sait pas très bien pourquoi et comment.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que le marché a déjà enregistré ça, puisqu'en fait, sur le premier trimestre 2022, les fonds dits article 8 ont décollecté de plus de 3 milliards. En revanche, les fonds dits article 9, eux, ils ont collecté plus de 8 milliards. Donc, parce qu'il y avait une bonne performance sur l'ESG aussi, non ? Est-ce que c'est un biais vraiment éthique ou environnemental, ou est-ce qu'il n'y a pas un biais performance ? Le risque de controverse existe, et certains le savent très bien, de l'autre côté de ce plateau. Là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, la compréhension du fait que l'économie telle qu'elle est et telle qu'elle a été va dans le mur est quand même très partagée. Donc, vous avez un plus grand risque pour les entreprises qui sont engagées souvent dans l'idée que la neutralité carbone, elle est arrivée un peu par miracle vers 2035-2038. Bon, on ne sait pas très bien comment. Là, maintenant, on leur demande de dire, expliquez-nous comment vous faites maintenant, puisque le rapport du GIEC a dit, là, il faut agir vraiment fortement dans les 3 ans qui viennent. Et donc, la controverse que vous pouvez avoir en ayant pris un engagement que vous n'êtes pas capable de démontrer, ou que vous n'êtes pas capable d'expliquer pourquoi, effectivement, ce produit-là, il est réellement aligné sur l'accord de Paris maintenant et pas en 2042, là, ça, c'est vraiment important. Et donc, c'est ça qui est en train de bouger. Et évidemment, il va y avoir une accélération quand ça sera la conversation avec les clients. Mais c'est vraiment une transformation qui est déjà là. En fait. Alors, Clément Rouxel, peut-être justement, parce qu'on vous interpellait un petit peu sur ce sujet, qu'est-ce que vous vous dites ? On voit bien qu'aujourd'hui, le président de la République a placé son nouveau quinquennat il sera écologique ou il ne sera pas. On voit bien, le dernier rapport du GIEC vient de dire, c'est-à-dire la bonne nouvelle, le 3e qui vient de sortir, dit on peut faire quelque chose, mais il faut se bouger là. Est-ce que vous avez l'impression que la finance peut être l'allié de la décarbonation ? Et à quelles conditions on peut aller plus vite ? Est-ce que vous avez l'impression, vous-même, vous avez une responsabilité ? Oui, alors tout à fait. Bon, d'abord, la finance, pour moi, c'est le système vasculaire de tout le système. Donc, ça oriente les flux vers la décision aussi politique. Donc, il faut passer de l'incitation à l'orientation. Donc, voilà. Et ce qui est très important, c'est de comprendre que depuis longtemps, nous, on travaillait sur des labels, mais qui étaient des labels internes pour parler à la fois à nos clients, que ce soit en assurance ou en épargne. On avait le label épargne citoyenne qu'on a créé dès 2019, qui correspondait justement à des engagements internes qu'on avait dans la discussion avec nos clients, pour leur dire, si vous achetez ce produit d'épargne, vous ferez un geste citoyen. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de créer un référentiel commun que vous avez évoqué et sur lequel, par rapport à la polémique que vous avez évoquée, ce sur quoi on insiste aujourd'hui, que ce soit dans la taxonomie ou dans toute création de labels nouveaux, ce qui est très important, c'est d'accompagner cette transition. Et cette transition-là, qui a créé récemment quelques questions importantes d'ailleurs sur le sujet, ça nécessite d'avoir une évaluation crédible, scientifique, je dirais, de ce qui est cette transition vers le net zéro, vers les objectifs qu'on s'est fixés politiquement, et de l'accompagner de façon crédible. Donc de prendre en compte les plans de transition que peuvent avoir certains acteurs qui aujourd'hui ne sont pas au niveau de cette transition écologique, mais qu'on ne veut pas laisser sur le côté ou sur le bord du chemin, mais qu'on veut continuer à accompagner dès lors qu'ils prennent des vrais engagements qui seront contrôlés à la fois par nous et puis par la réglementation dès lors qu'elle sera effective. Et c'est ce sur quoi nous travaillons à la fois au niveau de la taxonomie européenne, c'est de remettre cet impératif de transition à l'intérieur. Il n'y a pas une vision verte ou noire de ce qu'est l'économie, mais il y a une vision de comment on atteint nos objectifs, et c'est ce sur quoi on travaille aujourd'hui. Et ça passe par énormément de pédagogie, que ce soit de la pédagogie vis-à-vis de nos clients, leur expliquer pourquoi des pièces de réemploi sur des voitures, c'est plus intéressant pour diminuer notre empreinte carbone globale, leur expliquer pourquoi, s'ils orientent leur épargne vers certains produits, ils agiront de façon efficace pour cette transition. On arrive dans 2 minutes à la fin de ce premier plateau. Peut-être une dernière question pour vous, si vous le voulez bien, Hervé Guez, parce que Mirova, on a beaucoup parlé de vous au moment d'une affaire qui s'appelle Orpea. Certains ont dit le scandale Orpea. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le climat. Dans l'ESG, on l'a dit, il y a également les sujets sociaux et de gouvernance. Le président, nouveau PDG, qui était déjà président, mais qui maintenant est PDG d'Orpea, a dit dans le JDD qu'il reconnaissait un certain nombre d'erreurs. Vous êtes un de ses principaux actionnaires. Vous leur avez demandé de devenir entreprise à mission. Est-ce que ça veut dire que aujourd'hui, il y a un nouveau dialogue, une forme de pression entre la promesse et la réalité, et que vous êtes l'intermédiaire aujourd'hui d'une forme de changement, j'allais dire, du capitalisme, passer d'un monde où le profit était le guide à un monde où il faut être un peu plus complexe?
Exactement. Si on écoute aujourd'hui toutes les déclarations des dirigeants, il semblerait que le concept de maximisation de la valeur actionnariale, le fameux concept shareholder value, est fini et qu'il faut prendre en compte l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Donc ça, c'est le discours. La réalité de la gouvernance des entreprises, c'est que ça n'a quasiment pas changé d'un iota entre ces discours et ce qui se passe aujourd'hui, et que d'ailleurs, les règles de vote dans lesquelles les principaux gestionnaires ou investisseurs expriment leur vote n'ont pas du tout changé, c'est-à-dire qu'ils essayent de défendre l'intérêt de l'actionnaire. Ce qu'on essaye de dire, c'est que bien sûr, l'intérêt de l'actionnaire doit être défendu, mais une entreprise moderne, elle doit être gérée avec des objectifs environnementaux et sociaux très clairs, et que si ces objectifs environnementaux et sociaux doivent être clairs, il faut que la gouvernance autour de le contrôle de ces objectifs soit également claire, et donc l'entreprise doit se modifier. Donc c'est ça qui fait un tout. Nous sommes nous-mêmes transformés en société à mission pour être cohérents avec ce que nous demandons aux entreprises, mais on ira vers ce capitalisme responsable si on arrive vraiment à modifier l'idée de ce que c'est que le capitalisme, c'est-à-dire pas simplement la maximisation de la valeur actionnariale, mais gérer de la valeur économique, de la valeur environnementale et de la valeur sociale sur le long terme, avec une gouvernance appropriée pour en rendre compte auprès de ses actionnaires et de l'ensemble de ses parties prenantes. Merci à tous les trois. On a en partie répondu à la question que ça pourrait tout changer, même s'il y a encore du boulot. C'est la fin de cette première table ronde. Nous allons passer à la suivante sur justement tous ces critères, essayer de s'y retrouver encore plus en détail. Et merci encore d'être venus participer à ce plateau à tous les trois. Merci à vous.